Bonsoir. Alors vous êtes tous là. Ok, ok. Donc vous pouvez commencer, il faut juste partager votre écran et commencer à présenter. D'accord. Balk, désactivez le micro quand vous ne parlez pas. Donc à chaque fois que vous finissez, vous désactivez pour qu'il n'y ait pas des interférences. D'accord. Vous voyez tout ce que je partage? Oui. D'accord. Oui, sinon on attend l'appel à la prière et on commence. Parce que je peux pas désactiver, puisque c'est moi qui partage l'écran, je peux pas faire des allers-retours. Ok.
Oui, allez-y. Moi, c'est terminé chez moi. Donc, c'est comme vous voulez. Hein. Est-ce que tu vois mon partage? C'est bon? Oui, c'est bon. Bonsoir madame, j'espère que vous allez bien. Juste le son, hein. Augmentez le son. C'est bon? Oui. Bonsoir madame, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Gassam Manel. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet intitulé Les adresses IP. Ce projet va être présenté par moi et Hamouch Hanan et Ahmani Ahyab. لطاهر ياسمين رابية أمينة صدوقي أصالة ياسمين مدرس ليندا et Iwala Lena Bithali. L'utilité et la composition des adresses IP, suivie d'une simulation qu'on va présenter tout à l'heure. Alors, de nos jours, les adresses IP jouent un grand rôle dans la communication Internet. Sans elles, les données d'une machine à l'autre ne peuvent être transmises sans l'intervention humaine. On va commencer par la définition de l'adresse IP. Une adresse IP, Internet Protocol, est une représentation numérique qui identifie de façon unique une interface donnée sur le réseau. Elle est constituée d'un certain nombre de bits représentés dans un format décimal ou hexadécimal. Chaque machine reliée à Internet dispose d'une telle adresse email. Et est composée de deux parties, la partie réseau et la partie machine ou autre sur ce réseau. Suivant, on a une adresse IP d'une certaine classe, avec sa partie réseau, qui représente les trois premiers octets sera 0. Et l'adresse ou la partie haute qui représente le dernier octet avec les trois premiers octets qui seront à 0. Sachant que les adresses IP sont, on a parlé à Internet Assigned Numbers Authority, qui attribue des blocs d'adresses IP au registre qui le répartissent ensuite entre les fournisseurs d'accès à Internet, les entreprises et d'autres organisations. Pour passer à l'utilité de ces adresses IP. Elles permettent une identification et un adressage clair d'un appareil au sein d'un réseau interne, etc. Si un appareil souhaite envoyer un paquet de données, l'adresse IP source est comparée avec l'IP cible. Si les parties réseau correspondent, l'expéditeur ou le destinataire se trouve dans le même réseau, le paquet est directement attribué. Comme on peut le voir dans la figure ci-dessous, les adresses IP sont situées dans la couche réseau du modèle OSI. Pour envoyer des données d'une machine à l'autre, on attribue à chaque machine une adresse IP du destinataire et de la source. Ainsi, chaque périphérique du réseau reçoit l'information transmise. Pour comprendre l'utilité de ces adresses IP, je passe la parole à ma camarade Hannah. On va prendre l'exemple pour mieux comprendre l'intérêt et le fonctionnement d'une adresse IP. Les destinataires qui souhaitent envoyer un message à un destinataire. La poste fait donc parvenir le courrier au destinataire grâce à l'adresse écrite sur l'enveloppe. Par analogie, deux ordinateurs peuvent communiquer grâce à leurs adresses IP. Une adresse IP permet donc d'identifier des ressources sur Internet afin de transmettre des informations. On parle de diffusion et de broadcast lorsqu'une source envoie des données à toutes les unités d'un réseau. Les bits du 1, tous les bits de l'autre sont définis sur la valeur binaire 1.
On va prendre un exemple. Ici, une adresse réseau écrite en décimale. On fait la notation en binaire, on met des 1 dans la partie haute de cette adresse réseau, on reconvertit l'adresse en décimale et on obtiendra donc l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion permet de connecter toutes les machines du même réseau. Ces 4 PC ont la même adresse réseau, mais différentes adresses machines. Si le PC0 fait une commande de l'adresse de diffusion, on aura une réponse des 3 autres PC comme affiché sur la figure suivante. Je passe la parole à Lisa. Il existe différents types des adresses IP, notamment les adresses IP privées et les adresses IP publiques. Les adresses IP privées sont toutes les adresses IP qui ne sont pas utilisables sur Internet. Elles permettent de communiquer localement avec des différents périphériques dans un réseau local. Par contre, les adresses IP publiques ne sont pas utilisées dans un réseau local, mais uniquement sur Internet, comme on peut voir sur la figure. Si on souhaite rester dans un réseau local, il faudra utiliser une adresse IP privée et au contraire, il faudra utiliser une adresse IP publique. Il existe aussi des adresses IP statiques et des adresses IP dynamiques. Une adresse IP statique est simplement une adresse qui ne change pas. Une fois que votre appareil s'est vu attribuer une adresse IP statique, ce numéro reste généralement le même. Par contre, les adresses IP dynamiques changent parfois à tout moment. Les adresses dynamiques sont attribuées selon les besoins par les serveurs DHCP. La figure suivante montre que le DHCP attribue une adresse IP à l'utilisateur qui lui permettra d'aller sur le réseau. Parole à mon camarade Iwalalem Hakim. Pour mieux comprendre on va parler d'adresses IP sont utilisées à l'heure actuelle, IP6. Comme on peut le voir dans la figure suivante. C'est une version d'IP qui est composée de 4 octets de 8 bits chacune. Elle a une partie réseau et une partie haute. IPv6 qui est composée de 8 hexas de 16 bits chacune. Elle est définie par une partie dite préfixe et un identificateur d'interface. Le système IPv4 composé de 32 bits permet de créer près de 4,3 milliards d'adresses différentes. Comme l'exemple ci-dessous. En faisant l'addition des poids dans l'équivalent décimal du nombre binaire considéré, qui est 192.168.178.31. On la représente généralement sous la forme d'une combinaison de 4 nombres décimaux d'une valeur comprise entre 0 et 255, séparés les unes des autres par des points. La taille de la partie réseau NetID détermine la classe de l'adresse. Les adresses IPv4 sont classées en 3 classes A, B et C, telles que les adresses de classe A sont réservées aux très grands réseaux, tandis que l'on attribuera les adresses de classe C à des petits réseaux, d'entreprises par exemple. Il existe 2 autres classes d'adresses qui sont particulières. L'adresse particulière E, communication de groupe, et D, réservée par les tests. Le tableau ci-dessous montre les différentes classes que nous avons citées précédemment. Tel qu'on remarque que chaque classe a une plage d'adresse spécifique bien à elle. On remarque aussi que l'adresse réseau 127.0.0.0 est réservée pour les communications en boucle locale. Les adresses IPv6 ont été introduites pour succéder directement aux IPv4. On augmente le nombre d'adresses environ 347 millions d'adresses permettant de répondre à tous les besoins futurs en adresse IP. L'exemple ci-dessous montre une adresse en IPv6. Ce format peut encore être simplifié en supprimant les zéros au début de chaque bloc et en remplaçant une série de blocs de zéros consécutifs par 2 doubles points. Dans le cas présent, on obtiendra la forme abrégée ci-dessous. Manque de réseau. Un manque de réseau est un mot de point de vue, utilisé pour désigner une adresse IP en sous-réseau et spécifier les zones disponibles. Un manque de réseau fait généralement référence aux classes d'adresse IP, tandis que le manque de ce réseau est principalement utilisé pour la configuration réseau et d'utilisation et d'utiliser les adresses d'un réseau qui répond juste aux besoins sans gaspillage. On prend une partie qui est sur réseau au lieu de prendre la totalité des adresses en perte. Comme on peut voir dans cet exemple,
une adresse IP et pour qu'on puisse déterminer son masque, on va suivre des étapes. Tout d'abord, on écrit l'adresse IP en binaire. Ensuite, on met à 1 tous les bits de la partie haute, la partie réseau de l'adresse, et à 0 tous les bits de la partie haute de l'adresse. Et à la fin, on convertit le mode binaire obtenu au format décimal pointu. On va obtenir le masque suivant, qui est composé de 4 parties séparées par un point, et permet de distinguer les réseaux de l'idée haute, qui peut aussi être exprimé par dans ce tableau, on a deux stations, la station 1 et la station 2. La première station a une adresse IP 193.108.2.171 et un masque 255.255.255.0. La partie haute de cette adresse est 71 et le sous-réseau 193.108.2. Cette station ne peut communiquer directement qu'avec les stations qui ont les 3 premiers nombres de l'adresse IP identique, 193.108.2. Une station qui a une adresse IP 130.20.15.2 et un masque 255.255.0.0. La partie haute de cette adresse est 15.2 et le sous-réseau 130.20. Cette station ne peut communiquer directement qu'avec les stations qui ont les 2 premiers nombres de l'adresse IP identique, 130.20. Le masque de ce réseau permet à la station de savoir avec quelle autre station elle peut communiquer directement. C'est l'administrateur réseau qui le définit. Je vais passer la parole à mon camarade Osmani. Utilisation des adresses dans un réseau local. Lorsqu'on veut transmettre des informations entre deux stations appartenant au même réseau, la communication entre eux se fera directement. Comme on le voit dans l'exemple ci-dessous. On a un réseau d'adresses 194.107.3.0 qui est divisé en 4 sous-réseaux. La première station a une adresse 194.107.3.27. Le masque qui correspond à cette adresse est 255.255.255.0. La station doit transmettre des informations à une autre station qui a une adresse 194.107.3.45 appartenant au même réseau. Le masque de ce réseau permet la communication directe entre les deux stations. Dans un réseau étendu, la communication entre deux réseaux se fera avec des commutateurs et des routeurs. On a l'exemple suivant. On a 2 réseaux différents. Le premier réseau a une adresse 194.107.3.0. Le deuxième réseau a une adresse 194.45.65.0. La station doit transmettre des informations à une station appartenant à un autre réseau. Dans ce cas, le masque de ce réseau empêche la communication directe. Alors, on utilise des routeurs. Des routeurs permettant de relier les deux réseaux. Lorsque les deux stations étaient reliées, les informations transiteront grâce aux adresses IP par le retour. Et enfin, les informations arriveront à la station destinataire. Je donne la parole à Hassan. Dans cette partie, on va réaliser une simulation avec du logiciel Cisco Packet Tracer sur l'adressage IP. Packet Tracer est un logiciel de Cisco permettant de construire et de simuler le comportement des protocoles réseau sur ce réseau. On a construit ce réseau avec des équipements tels que les routeurs, les commutateurs ou des ordinateurs. Ces équipements doivent ensuite être reliés via des connexions. Une fois l'ensemble des équipements reliés, il est possible pour chacun d'entre eux de configurer les adresses IP, les services disponibles. Dans le coin inférieur gauche de l'écran Packet Tracer, des icônes représentent les catégories ou groupes périphériques, tels que les routeurs, les commutateurs ou les périphériques finaux. Pour notre simulation, on va construire un schéma constitué de
2 switches, 4 machines PC, câble droit et câble DCE. Étape 1. Création du schéma de la simulation. On fait glisser 4 PC génériques vers l'espace de travail logique, logiciel workspace, 2 switches et 2 routeurs. Le premier réseau a une adresse réseau de 192.168.10.0. Réseau a une adresse réseau de 192.168.20.0. On utilise le PC2 et le PC3 avec le switch 2 en utilisant un câble droit, Copper Straight Through. On choisit un câble de type Copper Straight Through, cuivre droit pour relier le switch 2 avec le routeur 2. Le même travail avec le deuxième réseau. Un câble DCE pour connecter le routeur 2 et le routeur 3. Alors, je passe la parole à ma camarade Mélanie. Configuration des adresses IP des machines. Configuration des PC. On clique sur le PC 2. On clique ensuite sur config. Sur des desktops, pardon. IP config. Adresse IP 192.168.10.0. On aura un masque automatique. Et on lui attribue aussi une adresse, une passerelle par défaut qui doit être configurée dans chaque PC afin de les permettre de se communiquer avec les réseaux externes. Avec le réseau 2. Configuration des routeurs. Pour le routeur 2, on clique d'abord sur le routeur 2. On configure l'interface Serial to 0. Adresse IP qui est donc 192.168.30.2. On passe à l'interface Fast Ethernet 00. On lui attribue aussi une adresse IP qui est donc 192.168.10.0. On clique sur le routeur CLI et on appelle à la commande IP boot 0.0.0 et on écrit l'adresse IP avec le réseau qu'on veut communiquer avec, qui est donc 192.168.30. Afin d'expliquer cette commande, les 4 premiers octets représentent l'adresse du réseau à joindre. L'octet qui suit, les 4 octets qui suivent représentent le réseau. Et ce qui suit, ça représente l'adresse du prochain routeur directement connecté pour atteindre le réseau. On refait le même travail avec le deuxième routeur. On teste la connectivité. Pour tester la connectivité entre les différents équipements, on effectue la commande ping. Donc, si on a voulu communiquer ou tester la connectivité entre le PC2 et le PC3, on écrit ping, on écrit l'adresse IP du PC 192.168.10.3. On remarque que lorsqu'on effectue la commande ping entre le PC2 et le PC3, les envoyés ont été reçus. Et donc le ping a été effectué avec succès. On teste la connectivité entre le PC4 et le PC2. On travaille la commande ping, donc on écrit ping et on écrit l'adresse IP du PC2. 192.168.10.2. On crée. Lorsqu'on a effectué la commande ping entre le PC2 et le PC4 qui appartiennent à 2 réseaux différents, on remarque qu'on a envoyé 4 paquets, on a reçu que 3 paquets a été perdu. La raison pour laquelle le premier paquet a échoué est que le routeur doit mettre la requête ping en attente pour envoyer
déployer une diffusion AFP afin d'apprendre l'adresse MAC du PC distant. Donc, pour conclure, ce projet nous a permis d'acquérir de bonnes connaissances concernant les adresses IP et leurs utilisations. Afin d'accomplir notre travail et d'aboutir aux résultats escomptés, nous avons choisi le simulateur Cisco Packet Tracer pour les différents avantages qu'il présente, comme la simplicité et la clarté du matériel dont on aura besoin. Dire que l'adresse IP est primordiale pour communiquer avec un réseau ou une machine distante. Voilà, merci. Alors, est-ce que vous avez terminé? Oui, madame. Alors, Oui, madame. pour le rapport, il est bon. Il est, mais je préfère la présentation. La présentation, il y a un enchaînement qui est plus logique, contrairement au rapport. C'est pas la même structure, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai quelques petites remarques, donc j'ai quelques questions. Donc quand vous étiez en train de parler d'adresse IP, vous avez dit que l'adresse IP, elle permet d'identifier une ressource. Donc que voulez-vous dire par le mot ressource, déjà? Si vous revenez au niveau des slides, c'était écrit une adresse IP permet d'identifier une ressource. Donc, que veut dire pour vous ce mot, ressource? Pourquoi vous avez utilisé ce mot? Madame, vous voulez juste sur un utilisateur. Alors, terme ressource, il est faux, parce que terme ressource, ça représente tout ce qui est donné, que ce soit logiciel ou bien matériel. Donc, une ressource, ça peut être aussi un fichier texte, ça peut être une image. Oui, madame. Les adresses IP servent en fait à identifier les machines et leur permettre à dialoguer entre elles. On peut utiliser le mot machine ou bien utiliser le mot équipement, que ce soit interconnexion ou bien terminal, mais pas utiliser le mot ressource. Alors, aussi, quand vous avez parlé du masque, parfois vous étiez en train de dire masque réseau, parfois vous étiez en train de dire masque sous réseau. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Madame, si on veut éviter le gaspillage des adresses IP, on introduit la notion de masque de sous-réseau. Le réseau principal en sous-réseau. Voilà, donc on parle de masque sous réseau dans le cas des sous-réseaux, qu'on découpe. Mais dans le cas d'un réseau normal, il a un masque réseau quelconque. Aussi, quand vous parliez des classes d'adresse IP, donc je pense que c'était votre camarade, le garçon, qui a énoncé les classes, est-ce que les classes de nos jours, elles sont utilisées? Est-ce qu'elles sont utilisées? Pardon, madame, on n'a pas entendu. Quand vous aviez évoqué la notion de classe A, classe B, classe C, E et D, est-ce qu'elles sont utilisées de nos jours? Oui, madame, parce qu'on peut utiliser Oui, madame. Les IPv4 sont toujours utilisés parce que les classes sont spécifiques pour les IPv4. Non, eh ben, il faut savoir que... ça sert à distribuer des places d'adresse IPv4. Oui, mais il faut savoir C'est le plus utilisé. qu'elles ne sont plus utilisées, les classes. C'est une notion qui est assez ancienne, qui a été remplacée par les sous-réseaux. Donc c'est en ayant abandonné ce concept de classe qu'on a réfléchi à découper un réseau au lieu de, par exemple, affecter un réseau /8 ou bien avec un masque 255.30. Donc parfois, en attribuant ce grand réseau qui est de classe A, on a une perte d'adresse. Donc on a préféré carrément utiliser le sous-adressage. Je veux dire que même une adresse de classe A, elle peut avoir un masque qui est différent de 8. Donc ça peut être un masque /16, /24, etc. Donc il n'y a plus cette notion de classe de nos jours. Elle a été remplacée par le sous-adressage. Déjà les adresses de classe E et les adresses de classe D, elles ont été utilisées aussi. N'ont pas été laissées uniquement pour les tests. Dans le cas de la classe D. C'est des adresses particulières. Elles ne le sont plus. Je parle de nos jours. Parce qu'il y a eu une limitation d'adresse. Pourquoi on a créé IPv4? Parce que IPv6, pardon, parce que IPv4 ne suffit plus. Donc on a même utilisé ce bloc et ça n'a pas fonctionné. On a après donc carrément opté pour
une nouvelle version d'IP qui est plus grande. Donc l'objectif c'était juste d'avoir plus d'adresses. Oui. Mais si on parle, donc si on parle d'actualité, en 2020, le concept de classe n'est plus utilisé. Oui, madame, les adresses IPv6 ont été introduites pour succéder directement aux IPv4. Oui, mais il y a dans le monde encore des pays qui fonctionnent sous IPv4, dans l'Algérie par exemple. Oui, madame. Oui. C'est clair. Alors, est-ce qu'il y a une communication entre les deux? Est-ce qu'il peut y avoir une communication entre une adresse IPv4 et une adresse IPv6? Non, madame, puisque pour les PV4, on a des conditions pour qu'il y ait une communication, donc oui, ils peuvent communiquer entre eux. Oui, ils peuvent communiquer du moment qu'on est en train d'accéder à des serveurs distants qui sont configurés sous IPv6. Donc il y a une communication entre IPv4 et IPv6. Donc cette communication, elle permet juste de laisser le temps pour les pays qui n'ont pas encore migré vers cette version. Mais dans le futur, il faudra faire en sorte que toute la planète fonctionne sous IPv6. Aussi, quand vous étiez en train de configurer dans le mode simulation, une de vos camarades, Oui. elle a dit que le masque est attribué de manière automatique. Automatique. Oui. En fait, c'est ce que je voulais dire par cela, c'est que quand vous écrivez l'adresse IP du PC ou n'importe quelle machine, en fait, le masque il fait automatiquement. Donc c'est ça. C'est quoi le masque avec les rouges? Pourquoi il Ben, dit... c'est un- Quand tu as mis 192, pourquoi il t'a affiché un masque 3 x 255.0? Parce que l'adresse IP elle était à la classe C. C'est Donc, ça, voilà. Donc Packet Tracer, il utilise par défaut le masque selon la classe, mais on peut le changer. ouais. On peut mettre un /8 pour une adresse de classe C, et ça marche. Ouais, d'accord, merci. Quand vous avez aussi parlé de câble DTE, que voulez-vous dire par DTE? Le câble DTE, je pense, en fait, le câble DTE, c'est genre, on l'effectue bien les deux routeurs. Entre les deux, on peut voir. Oui, mais il ne s'appelle pas câble DTE, c'est un câble série. Eh oui, serial DTE. Voilà. En français, on a trouvé câble DTE directement. Non, il y a le concept DTE et il y a le concept DCE. C'est un des deux équipements qui est DTE et l'autre qui est DCE. Mais le câble en question, c'est un câble Oui, c'est série. serial DTE. Le DTE. Voilà, vous avez soit le câble série, soit le câble Ethernet, paire torsadée, que ça soit croisé ou bien droit. Oui. Quand vous étiez en train de configurer l'IP-route, à quoi sert la configuration déjà de IP-route? C'est pour communiquer bien les PC avec des réseaux différents. Donc Communiquer entre les réseaux externes. voilà, donc IP-route, ça permet de configurer un routage statique entre des réseaux qui sont distants, qui sont séparés par plus de 2 routeurs. Donc si vous aviez uniquement un routeur, ça n'aurait pas la peine de configurer le routage, parce que les deux PC, ils seront voisins via un seul routeur. Donc le routeur en question pourra acheminer le paquet directement juste en configurant la passerelle au niveau des PC. Mais puisqu'il y a 2 routeurs, donc il y a 3 réseaux au niveau de la topologie, et donc un des réseaux, il est distant par rapport à l'autre. C'était le cas entre les deux PC qui étaient le 2 et le 5, je pense. C'est pour ça qu'on a configuré IP-route. Oui. Pourquoi vous avez mis IP-route 4.0? En fait, j'avais expliqué la commande, c'est que les 4.0 radix, c'est pour montrer je pense, c'est le masque. Alors, déjà là, configurer IP-route 4.0 suivi de l'adresse du prochain saut, c'est une C'était configuration... l'adresse network, c'est l'adresse du réseau à joindre. Mais ton réseau, c'était 192. Normalement, tu aurais mis... Oui, c'était juste pour... Ok. Normalement, on met IP-route, adresse réseau distant. Masque réseau distant. Donc, normalement, tu aurais mis 192. Même si 4x0, ça a marché. Ça a marché parce que IP-route 4x0, c'est ce qu'on appelle la route par défaut. Quand le routeur rencontre 4.0, donc, quel que soit, il va se dire quel que soit le réseau distant, quelle que soit l'adresse distante, quand il y a 32 zéros. Donc, c'était ça l'objet de 4.0. Mais si tu avais, par exemple, 2 réseaux qui étaient distants et qui devaient emprunter 2 chemins différents,
mettre IP route 4.0, ça aurait été faux. Parce que un réseau doit aller vers un chemin, un autre réseau doit aller vers un autre chemin. Donc il aurait fallu faire IP route, premier réseau, premier chemin, IP route, deuxième réseau, deuxième chemin. Oui, d'accord. Alors, pour votre simulation, c'était bien. Donc j'aurais aimé voir plus le côté et aspect adresse IP. Par exemple, faire en sorte qu'il y ait deux adresses de deux PC qui ont une partie réseau différente et voir que le ping ne marche pas. Comme première illustration. Utilisez aussi IPv6, pourquoi pas, puisque vous avez la possibilité d'insérer des adresses IPv6 entre les PC. Pourquoi pas aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écrire une adresse de manière fausse. Par exemple, écrire au lieu d'écrire 255, écrire 256 et montrer que ça ne marche pas. Parce que le format IP est en binaire, il prend son sens en binaire, et donc quand on écrit par exemple 300, 302, etc., un chiffre qui dépasse 255 qui est 8.1, donc le simulateur ne prend pas en considération cette adresse. Pourquoi pas aussi attribuer une adresse réseau à une machine et voir le message qui s'affiche. Vous allez avoir un message du style cette adresse ne peut pas être attribuée à une machine. Pourquoi pas aussi faire en sorte de mettre dans un réseau local deux adresses IP identiques et voir ce qui s'affiche aussi. Il va vous dire que vous ne pouvez pas attribuer cette adresse à un autre équipement parce qu'elle a déjà été attribuée. Donc voici à peu près les simulations que je voulais voir, parce que vous, votre projet, c'est pas par exemple le protocole IP, c'est les adresses IP, la manipulation des adresses, le format, les différents types, etc. Donc d'un point de vue théorique, ça a été très bien expliqué. D'un point de vue simulation, ça l'a aussi été, mais vous êtes allé un peu loin, donc dans le concept de routage, etc., câble série. Il fallait juste rester au niveau local et voir uniquement comment se comportent les adresses. Donc c'était ça mon petit problème, mais sinon c'est pas vraiment grave. Qu'est-ce que j'allais ajouter? Voilà, donc comment se fait-il? Par exemple, vous aviez dit que les adresses publiques, elles ne sont pas utilisées sur Internet, donc c'est correct. Comment se fait-il qu'un routeur, il y a un modem au niveau à la maison, puisse, par exemple, à la maison, on est tous en train d'utiliser des adresses privées, mais on se connecte aussi à Internet, donc on est censé avoir aussi des adresses publiques. Comment se fait-il que le routeur puisse faire cette différence entre l'adresse privée et publique? Comment aussi il peut faire cette traduction d'adresse privée en adresse publique? Donc essayez de donner la réponse brève. C'est pas l'objet de votre projet, mais est-ce que vous avez une idée sur ça? Madame, désolée. Oui. Je vous entends très très mal. Je sais pas pour les autres, mais... Je répète la question. Oui, s'il vous plaît. Alors, vous avez parlé d'adresse privée, d'adresse publique. Et l'adresse publique, c'est une adresse qui est routable sur Internet. Ça, c'est correct. À la maison, parfois, quand on utilise un modem sans fil, par exemple, on est en train d'utiliser des adresses privées. Vous êtes d'accord? Mais en parallèle, on est en train de se connecter à Internet. Ça veut dire qu'à la maison, on a aussi une adresse IP publique. Donc, à votre avis, comment se fait cette traduction d'adresse privée en adresse publique? Comment le routeur, par exemple, si on reçoit une donnée d'Internet en provenance... C'est le NAT. Exactement. Donc, c'est le protocole NAT. Le protocole NAT, il permet de traduire l'adresse privée en une adresse publique. Et le routeur gère une table NAT qui fait la correspondance entre adresse privée et adresse publique pour pouvoir envoyer des données sur Internet et recevoir des données localement. Donc voilà, donc c'est bien essayer d'aider sur ça. Conversion les adresses IP plutôt que les adresses privées aux adresses publiques. Alors ça aurait été bien aussi de montrer comment configurer une adresse IP au niveau d'une machine réelle. Pas packet tracer. Donc vous avez, il faut aller dans config, internet, etc., connexion réseau local, protocole TCP/IP, et vous aurez la possibilité de soit avoir une adresse obtenue de manière dynamique, soit une adresse statique. Donc vous auriez le même onglet que au niveau de packet tracer desktop. Et vous remarquez que vos machines, elles sont en mode dynamique parce que c'est le modem qui fait référence, qui joue le rôle du serveur DHCP pour pouvoir nous attribuer des adresses de manière automatique. Donc dès qu'on allume notre PC, on n'a pas ce réflexe de configurer l'adresse de manière statique, mais voilà, oui. C'est tout, mais sinon c'est bon. Voilà.
Votre rapport, comme j'ai dit, il est bon. La présentation aussi, elle est bonne. Simulation, j'aurais aimé voir quelques plus. Mais sinon, vous avez bien répondu aux questions. Et ça, c'est bien. Voilà. Merci, madame. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci et bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.